Aujourd'hui encore, ces 40 minutes disparues, passées aérées dans un quartier inconnu sans en garder la moindre mémoire, me donnent froid dans le dos. Un soir, je me rendais chez mes grands-parents, la veille de Diwali, pour les aider à préparer la fête du lendemain. Ils vivent dans cette maison depuis presque toute leur vie, et moi, j'y vais seul depuis que je suis enfant. C'était une nuit sombre, avec au loin quelques bruits sourds de pétards qui éclataient. J'ai emprunté la rue familière où se trouve leur maison, mais en arrivant, impossible de la trouver. Je reconnaissais bien la rue, je marchais encore et encore, mais leur maison semblait avoir disparu. Au bout d'un moment, j'ai ressenti un frisson glacé, et à cet instant précis, j'ai décidé de faire demi-tour et de rentrer chez moi, pas question de faire comme les héros idiots des films d'horreur. Mes parents ne me croient pas, mais c'est bel et bien arrivé, et c'est tellement difficile à expliquer. Ça m'est arrivé aujourd'hui. J'avais rencontré une fille sur une appli de rencontre et on était sortis ensemble, évidemment. On avait pris des photos dans un photomaton d'un bar un peu miteux, à 2 heures de l'après-midi. J'avais ramené la bande de photos à la maison, et je l'avais rapidement perdue. On a fini par parler tous les jours, toute la journée, pendant 4 mois, et on a couché ensemble quelques fois. C'était une bonne relation dans l'ensemble, mais elle a mis fin à tout ça brutalement, en demandant qu'on ne se contacte plus. Ça m'a complètement détruit. Aujourd'hui, je pensais à elle plus que d'habitude. Et en soulevant un coussin du canapé, un coussin que je soulève tout le temps pour retrouver un briquet ou un paquet de clopes, là, en plein milieu de l'endroit que je regarde 2 fois par semaine, il y avait l'impression papier de notre séance photo du premier rendez-vous. Si tu dors à l'arrière de la maison de mes parents, il arrive que certaines nuits tu sois réveillé par un bruit répétitif qu'on appelle le bruit du sous-marin. Ça fait un bip aigu, suivi d'un bruit grave. Ça dure quelques minutes, parfois jusqu'à 1 heure, puis ça s'arrête. Il y avait autrefois une usine derrière la maison, alors on pensait que ça venait de là. Mais l'usine a été démolie, et le bruit est toujours là. Tous les voisins de la rangée de maisons ont changé au moins une fois, mais le bruit, lui, reste. C'est même encore plus fort dans le jardin. Ça fait presque 40 ans que ça dure. Et seulement la nuit. On n'a toujours pas la moindre idée de ce que c'est. Quand j'avais environ 15 ans, mon père a mis ma mère à la porte de la maison, et depuis, je n'ai plus vécu avec elle. Notre relation a connu plusieurs phases, parfois on se reparlait pendant quelques mois, parfois on restait des années sans aucun contact. À 17 ans, j'ai vu une thérapeute pour la première fois. À ce moment-là, cela faisait très longtemps que je n'avais pas parlé à ma mère. Un détail important, à chaque fois que notre relation reprenait, c'était toujours moi qui devais faire le premier pas. Elle ne m'avait jamais recontacté d'elle-même, invoquant toute une liste d'excuses. Avant d'entrer dans le cabinet de la thérapeute, j'avais mis mon téléphone en mode avion. À un moment, j'ai expliqué que je ne savais même pas exactement quel était mon statut de garde, puisque j'étais encore mineur. La thérapeute m'a dit qu'elle ne pouvait pas continuer à me suivre sans la signature des 2 parents. T'es moi, je me dis, super, je parle même plus à ma mère, qu'est-ce que je vais faire? Génial, je peux oublier la thérapie. Elle en a parlé à mon père quand on est sorti du bureau, il a littéralement explosé de colère contre elle. Bref, une journée formidable. En montant dans la voiture, j'ai rallumé mon téléphone. Et là, je vois un message de ma mère. Elle voulait reprendre contact. C'était la toute première fois qu'elle m'envoyait un message en premier. Et que ça arrive pile à ce moment-là, ça m'a toujours laissé perplexe. J'étais en échange universitaire en Islande. J'y ai vécu pendant environ 6 mois, et 1 mois avant notre retour, mon copain et moi avons décidé de faire un road trip autour de l'île. On a loué une petite voiture pourrie et on avait prévu de passer quelques jours dans des petits villages en longeant la route circulaire.
On a d'abord roulé de Reykjavik jusqu'à un village du sud appelé Vik, où on a passé la nuit. J'ai adoré cet endroit. C'était super apaisant, avec ses magnifiques plages de sable noir et ses montagnes. Le lendemain, on devait continuer de Vik jusqu'à Höfn, où on avait prévu de dormir. Mais en quittant Vik, j'ai commencé à me sentir nerveuse. Ça n'avait aucun sens, c'était totalement irrationnel. Plus on avançait, plus mon angoisse montait. On a fait une pause à Jökulsárlón, la lagune glaciaire, et là, j'ai fait une véritable crise de panique. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer, et je savais que je devais absolument retourner à Reykjavik. Mon copain essayait de me rassurer en disant qu'on était presque à Höfn, qu'on pourrait s'y poser pour que je me calme, mais je ne voulais rien entendre. Je devais rentrer à Reykjavik tout de suite. Alors on a fait demi-tour, et on a conduit 5 ou 6 heures d'affilée pour revenir. Mon copain était furieux, on venait de faire tout ce chemin pour rien. Une fois à Reykjavik, je me suis complètement calmé et je me suis endormi. Le lendemain, un volcan est entré en éruption sous le glacier Vatnajökull, exactement là où on était la veille. C'était la plus grosse éruption qu'avait connue l'Islande depuis 50 ans. Quand j'avais 21 ans, j'ai fait un rêve où j'étais enlevé par des extraterrestres, et pour être honnête, ce rêve était plutôt calme comparé à d'autres que j'ai eus. Ils m'ont prélevé un échantillon de sang et m'ont posé une multitude de questions. Alors, pour ne pas rester passif, j'ai commencé à leur poser des questions en retour, en leur proposant un échange, une réponse pour une réponse. Ils ont accepté le jeu, mais je me suis rapidement rendu compte que leurs questions étaient presque banales, l'histoire de l'humanité, la civilisation, les sciences de la vie, la technologie, ce genre de choses, tandis que les miennes étaient beaucoup plus profondes, portant sur les mystères de l'univers. À la fin de notre échange, je leur avais livré tout ce qu'ils voulaient savoir, et eux, en retour, m'avaient révélé le sens de l'existence, l'origine de l'univers ainsi que la réponse à toutes les grandes questions que j'avais pu poser. Finalement, je leur ai demandé, pourquoi me poser toutes ces questions? Ils sont restés silencieux. J'ai alors insisté, pourquoi m'avoir dit tout cela? Celui avec qui je discutais a alors fait un signe de tête en direction de quelqu'un qui se trouvait derrière moi. Cette créature m'a attrapé, tandis que celle de devant esquissait un sourire et m'a dit, « Parce que tu ne t'en souviendras pas », il a sorti une seringue de sa poche. J'ai supplié, « S'il vous plaît, je veux juste savoir. Je ne le dirai à personne, je veux juste garder la connaissance. » Mais il m'a injecté un produit dans le cou et, alors que je sombrais, il m'a doucement intimé de me taire. Je me suis réveillé dans ma chambre, il était 2 heures du matin. J'étais à genoux au pied de mon lit, comme en position de prière, complètement nu. Mes vêtements étaient soigneusement pliés au bout du lit, et le lit lui-même était parfaitement fait, comme si je n'y avais jamais dormi. Je me suis levé, mais je me sentais faible et épuisé. Alors, je me suis glissé sous la couverture et je me suis rendormi. J'ai toujours mis ce rêve sur le compte d'un simple délire nocturne, un rêve étrange parmi tant d'autres. Mais tout ce qui s'est passé autour, je n'ai jamais pu l'expliquer. Quand j'avais environ 5 ans, une vieille dame qui habitait juste en face de notre maison est décédée vers minuit. L'ambulance n'a pu arriver que le lendemain matin. J'étais sur le balcon lorsque j'ai vu son corps être sorti de la maison, placé dans l'ambulance, puis emmené. C'était la première fois que je voyais quelqu'un mourir. Quelques jours après cet événement, j'ai commencé à avoir un comportement étrange. Je pouvais être en train de jouer et, soudainement, je me figeais complètement. Je restais assis, immobile, les yeux vides, totalement absent et insensible à tout ce qui m'entourait. Les autres enfants pouvaient crier, me chatouiller, essayer de me faire réagir, mais rien à faire, je ne répondais à aucun stimulus. Cela durait environ 1 minute, puis je revenais à moi comme si de rien n'était. Le problème, c'est que je n'avais pas conscience que cela se produisait, et comme mes amis ne s'en inquiétaient pas vraiment, aucun adulte n'en a été informé tout de suite. Un samedi matin, alors que j'étais chez une amie, cela s'est reproduit devant sa mère. Inquiète, elle m'a ramené à moi et,
constatant que j'avais un peu de fièvre et que j'étais très somnole, elle a prévenu ma mère. Elle a pensé que c'était peut-être simplement lié à la fièvre. Épuisé, je suis rentré chez moi et je suis allé faire une sieste. À mon réveil, la même chose s'est reproduite, mais cette fois, c'était légèrement différent. Je me souviens encore un peu de ce que j'ai ressenti, je voyais ce qui se passait autour de moi, je ressentais les choses, mais j'étais incapable de bouger ou de réagir. Et, surtout, je ne suis pas revenu à moi après une minute comme auparavant. Je me rappelle voir mon père essayer de me chatouiller les pieds pour me faire réagir. Dans ma tête, je voulais lui donner un coup de pied, mais mon corps restait totalement inerte, comme emprisonné. Face à cette situation, mes parents m'ont emmené d'urgence à l'hôpital. On m'a fait passer de nombreux examens, mais tous les résultats étaient normaux. Aucun médecin ne parvenait à comprendre ce qui m'arrivait. J'ai passé quelques jours en soins intensifs, sans aucune amélioration. Ils m'ont ensuite transféré en service d'observation. Le lendemain de mon transfert, mon cousin est venu me rendre visite. Il a prié pour moi et a lu des passages de textes sacrés à mon chevet. Cette nuit-là, selon ma mère, elle aurait vu quelque chose changer en moi. Le lendemain matin, je me suis réveillé comme si de rien n'était. Je suis resté encore quelques jours sous observation, mais j'allais bien, je pouvais bouger, parler, et je n'ai plus jamais eu d'absence. Les médecins n'ont jamais pu expliquer ce qui s'était passé, ni comment j'avais guéri. Depuis, ma famille est persuadée que tout cela est lié à l'esprit de la vieille dame décédée en face de chez nous. Moi, je trouve simplement que c'est une histoire très étrange. Pendant un certain temps, j'ai travaillé avec un groupe d'investisseurs, principalement des amis de la famille, pour acheter des maisons très bon marché et les rénover afin de les revendre. Rien de fou, juste des propriétés vraiment pas chères qui demandaient beaucoup de boulot, mais qui avaient un bon potentiel de revente. Un des avantages du boulot, c'était que je pouvais vivre dans la maison pendant les travaux. On a acheté une maison en rangée dans une résidence, pour presque rien lors d'une vente aux enchères, genre 12 000 $. L'ancien propriétaire avait eu un incendie et, pour une raison inconnue, il n'avait pas été indemnisé, il a fini par perdre la maison. En me renseignant un peu, j'ai capté que ça pouvait être lié à une histoire de labo de méthamphétamine. Bref. On a vidé la maison jusqu'à la structure, et on a tout reconstruit de zéro à l'intérieur. Quand les murs et les sols ont été remis à neuf, je me suis installé pour terminer les détails et superviser les derniers travaux. Et c'est là que le côté flippant commence. Depuis la première visite, la maison avait une vibe étrange. Tout le monde faisait des blagues sur l'ambiance bizarre du lieu. On entrait par le deuxième étage, le rez-de-chaussée était un garage sans fenêtre, avec des murs en parpaing et une unique ampoule pendue au plafond. Le deuxième étage accueillait la pièce de vie, salon, cuisine, salle à manger, et toutes les chambres étaient au troisième. Aussi glauque que soit le garage, c'était surtout le troisième étage qui posait problème. En journée, pas de souci pour poser du carrelage, peindre, etc. Mais une fois la nuit tombée, l'ambiance devenait franchement oppressante. Des amis venaient parfois me filer un coup de main ou juste visiter, et systématiquement, ils hésitaient en montant les escaliers du dernier étage, en commentant qu'il y avait un truc bizarre. Évidemment, je n'ai jamais dormi au troisième. Je squattais ce qui devait être mis en scène comme le salon, au deuxième. Sauf qu'avec le temps, même cet étage-là a commencé à me mettre mal à l'aise, même en plein jour. La maison était plus ou moins prête et mise en vente, donc je vivais là en attendant. Un jour, assis sur mon canapé, mon chat est descendu des escaliers en trombe, a tourné au coin à toute vitesse comme s'il faisait une crise de zombie, comme tous les animaux, mais au lieu de tourner autour de la pièce, il a bondi direct sur le canapé pour se cacher derrière moi. À ce moment-là, j'ai entendu des pas lourds, lents, descendre les escaliers. Un frisson glacial m'a parcouru des pieds à la tête. Mon cœur battait à tout rompre. J'étais sûr et certain que j'étais seul dans la maison. Et là, à l'opposé des escaliers, dans la pièce, j'ai entendu un grognement de chien, profond, tout proche, impossible de confondre avec un bruit venant de dehors ou d'un voisin. J'ai attrapé mes clés sur la table, j'ai pris mon chat sous le bras,
et je suis parti direct à ma voiture. J'ai quitté la maison sans me retourner. Après ça, j'ai envoyé une femme de ménage pour finir les petits trucs avant les visites. Elle m'a informé après coup qu'elle ne remettrait plus jamais les pieds là-dedans. Plusieurs agents immobiliers nous ont aussi laissé des retours parlant de sensations étranges pendant les visites. On a quand même réussi à vendre la maison quelques semaines plus tard, à une mère célibataire et ses 2 enfants. Ils y vivent depuis 10 ans maintenant, sans aucun problème. Nous roulions sur une route de campagne, à 4 dans la voiture. La route s'éloignait progressivement pour devenir un chemin de terre menant à une sorte d'aire de stationnement en pleine nature. À mesure que nous avancions, le bitume disparaissait complètement sous l'herbe, et les arbres devenaient de plus en plus nombreux autour de nous. Il devait être environ 23 heures. Nous avons continué à rouler quand, soudain, la personne assise sur le siège passager a commencé à paniquer et à supplier le conducteur de s'arrêter, affirmant qu'il voyait quelque chose. On s'est arrêté, mais nous autres ne remarquions rien de particulier. Un peu confus, on lui a demandé ce qu'il voyait, car il semblait vraiment perturbé, presque hystérique, nous criant de faire demi-tour immédiatement. Au début, nous pensions qu'il plaisantait. C'est alors qu'il nous a demandé de regarder au sommet des arbres. En levant les yeux, nous avons aperçu une sorte de petite lueur bleue, difficile de trouver un meilleur mot, qui se déplaçait d'arbre en arbre. Soudain, cette lueur bleue est tombée au sol, juste devant nous, et, sans que l'on comprenne comment, des dizaines d'autres lueurs bleues se sont précipitées dessus en bondissant de partout. On a immédiatement fait demi-tour et pris la fuite aussi vite que possible. À ce jour, aucun de nous n'a jamais pu expliquer ce que nous avions vu cette nuit-là. J'en ai quelques-unes à raconter. Je crois plutôt aux fantômes, en vrai. Je vis dans une vieille maison, construite en 1912. Honnêtement, je n'en connais pas vraiment l'histoire. Quoi qu'il en soit, depuis quelques années, presque tous les jours vers 3 heures du matin, le pain, qu'on garde sur une étagère assez haute, est projeté par terre. Je dis bien projeté, pas juste tombé, il est carrément lancé depuis l'étagère. Ensuite, vers 5 heures du matin, la cafetière s'allume toute seule. On entend le bruit du percolateur, c'est une Keurig, mais elle ne fait couler aucun café. J'ai vérifié, elle n'était programmée à rien du tout. Une autre chose étrange, peu de temps après la mort de mon premier chat, pendant une coupure de courant, je prenais une douche éclairée à la bougie, et j'ai vu son ombre dans la salle de bain. Ça m'a vraiment glacé le sang sur le moment. Il y avait une ombre de chat sur le sol, mais pas de chat. Ce n'était pas mon nouveau chat non plus, juste une ombre. Et d'une certaine manière, même si ça m'a fait peur, ça m'a aussi un peu réconforté. Elle me manque. Il y a environ 2 ans, mon petit ami, son fils et moi avons loué une maison où, environ un mois après notre installation, plusieurs événements étranges ont commencé à se produire. Mon petit ami m'avait confié qu'il voyait souvent une silhouette passer la tête autour des encadrements de porte, surtout lorsqu'il se trouvait dans la chambre principale. J'étais un peu sceptique au début, mais il était tellement sérieux et convaincu que j'ai fini par le croire sans trop poser de questions, et la vie a continué normalement. Nous avions décidé de ne jamais évoquer ces histoires devant son fils, qui était encore à l'école primaire, pour éviter qu'il ne tombe dans le classique « je n'arrive pas à dormir, j'ai peur du fantôme » chaque soir au moment du coucher. Bref, il n'était au courant de rien. Un soir, alors que mon petit ami était sorti pour un dîner d'anniversaire, il laissa son fils et moi seuls à la maison. Nous étions installés dans la chambre principale, regardant un film tranquillement, quand son fils regarda vers le couloir et me dit « Oh, papa est déjà rentré ». Je lui ai répondu que ce n'était pas possible, qu'il était parti il y avait à peine 15 minutes et qu'il ne serait pas de retour avant plusieurs heures. Il haussa les épaules et m'expliqua qu'il venait de voir une forme noire traverser le salon pour entrer dans le couloir et qu'il avait pensé que c'était son père. J'ai senti mon estomac se nouer instantanément, mais je suis resté calme. Je lui ai alors expliqué que son père aussi voyait parfois des choses dans la maison qui n'étaient pas vraiment là.
Son visage passa d'une expression neutre à une véritable terreur, comme s'il venait de réaliser que ce qu'il avait vu n'était pas humain du tout. Cette nuit-là, nous avons dormi ensemble dans la même pièce, sans oser nous séparer. Nous avons fini par rompre notre bail et déménager 5 mois plus tard, pas uniquement à cause de ces événements étranges, mais surtout parce que plusieurs meurtres avaient eu lieu dans notre rue depuis notre arrivée, mais ça, c'est une autre histoire. Ma mère est décédée en décembre dernier, après s'être battue contre un cancer du sein, pendant que j'étais à l'étranger avec mes grands-parents. La nuit où elle est morte, je me suis réveillé vers 6 heures du matin pour aller aux toilettes. Mais en m'asseyant, j'ai eu soudain cette sensation violente que j'allais m'évanouir ou vomir, ou les deux en même temps. J'ai déjà eu des antécédents d'hypotension et des malaises vagos, mais là, c'était bien plus intense que tout ce que j'avais connu. Je me suis retrouvé allongé sur le sol, incapable de bouger, en attendant que ça passe. Finalement, ma grand-mère m'a trouvé comme ça et m'a aidé à retourner au lit. Le malaise n'a disparu que plusieurs heures plus tard, vers 10 heures du matin, quand mon père m'a appelé pour m'annoncer que ma mère était partie. Je n'ai pas fait tout de suite le rapprochement, mais à cause du décalage horaire de 6 heures, ma crise est survenue presque exactement au moment où elle est morte. Ma mère et moi étions extrêmement proches, même ma sœur disait souvent que j'étais l'enfant de maman et elle, l'enfant de papa. Ça peut sembler étrange à dire, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que ce que j'ai ressenti cette nuit-là, c'était comme la rupture de notre lien spirituel. Cette pensée me rend à la fois heureux et profondément triste, heureux d'avoir peut-être ressenti ce dernier moment avec elle, mais brisé d'avoir été loin d'elle quand c'est arrivé, ce que j'avais toujours redouté plus que tout. Quand j'avais 15 ans, j'en ai 28 aujourd'hui, j'ai déménagé du Texas vers le nord de l'État de New York. Mes deux grandes sœurs, elles, avaient décidé de rester au Texas pour vivre avec leurs petits amis de l'époque. Après avoir passé un mois chez ma grand-mère, mon père a trouvé une jolie maison de 4 chambres à Cortland. Elle était assez ancienne, mais bien entretenue, car elle se trouvait dans l'un des meilleurs quartiers de la ville. Très vite, des choses étranges et inexplicables ont commencé à se produire dans cette maison. Pas seulement pour nous, les habitants, mais aussi pour les amis qui venaient nous rendre visite. Certains d'ailleurs refusaient carrément de revenir après être venus une fois. Mais il y a un événement en particulier qui s'est gravé dans ma mémoire et qui, encore aujourd'hui, peut me provoquer une peur paralysante. Lors de notre premier Noël dans cette maison, mes deux sœurs sont venues nous rendre visite, on va les appeler J et S. J était venue avec son petit ami, S était venue seule. Elles avaient prévu de rester 2 semaines. Mais environ 6 ou 7 jours après leur arrivée, je suis parti passer la journée avec des amis. Quand je suis rentré, mes sœurs étaient parties. J'étais un peu déçu, mais j'étais surtout fatigué, alors je suis allé me coucher sans trop réfléchir. Le lendemain, j'ai demandé à ma mère pourquoi mes sœurs étaient parties si tôt. Elle m'a expliqué que J s'était disputé avec son petit ami et avait exigé de rentrer immédiatement au Texas. Intrigué, j'ai appelé J pour lui demander ce qui s'était passé exactement. Elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas à l'aise dans la maison. Ce que je trouvais bizarre, c'est qu'elles soient reparties aussi précipitamment, alors qu'elles avaient toutes deux des billets aller-retour. Elles avaient fini par réserver de nouveaux vols pour repartir au plus vite. Mais bon, ma famille a toujours eu des comportements un peu étranges, alors je n'ai pas trop creusé. Quelques mois plus tard, en discutant au téléphone avec J, je lui ai raconté quelques-unes des choses étranges qui continuaient de se passer dans la maison. Elle m'a coupé la parole et a lâché « Oh mon Dieu, cette maison est démoniaque ». S et moi, on a entendu un rugissement terrifiant venant du sous-sol. C'est surtout pour ça qu'on est parti. Franchement, sur le coup, j'ai trouvé ça plutôt drôle, et je n'ai pas cherché plus loin. Puis, environ 6 mois plus tard, mon père a trouvé une nouvelle maison, plus proche de son travail, à 1 heure de là. 3 jours avant le déménagement, j'étais sorti toute la nuit avec des amis pour faire la fête et dire au revoir à tout le monde. Je suis rentré vers 6 heures du matin, prêt à me poser tranquillement avec un calzone devant la télé avant d'aller dormir. Après avoir mangé, je me suis allongé sur le canapé du salon,
avec, à seulement 8 mètres derrière moi, la porte qui descendait à la cave. À peine installé, j'ai entendu le bruit le plus fort et le plus sinistre que j'ai jamais entendu, venant directement du sous-sol. Je ne plaisante pas, c'était tellement fort que toute la maison tremblait. Le son a duré environ 30 secondes. Il était déjà assourdissant dès le début, mais il est monté encore en intensité jusqu'à ce que je prenne mes jambes à mon cou et que je parte en courant dans la rue. J'étais tellement terrifié que j'avais du mal à respirer. Je peux encore entendre ce bruit dans ma tête aujourd'hui, mais c'était tellement étrange, tellement inhumain, que je suis incapable de le décrire précisément. J'ai immédiatement appelé J pour lui raconter ce qui venait de se passer. J'ai essayé tant bien que mal d'imiter le bruit, même si ça sonnait vraiment ridicule. Elle m'a dit, j'ai entendu exactement la même chose, incapable elle aussi de le décrire. À partir de là, on a conclu que cette maison était littéralement une porte vers l'enfer, et pourtant, aucun de nous n'est religieux. Encore aujourd'hui, J et moi en parlons parfois, mais elle, refuse d'évoquer le sujet. Ce que nous avons entendu ce jour-là n'était pas un bruit de machine, ni de tuyauterie. C'était quelque chose qui n'appartient pas à ce monde. Et honnêtement, j'espère ne plus jamais revivre ça. Quand j'étais à l'université, je travaillais comme assistant pédagogique dans une prison. Pour passer d'un secteur à un autre, nous devions traverser des sas de sécurité appelés saliports. Un jour, une bagarre a éclaté, et une petite vitre renforcée d'une cellule s'est brisée, projetant du verre partout dans le secteur juste à côté de l'entrée du sas. L'une des enseignantes a vu la vitre se briser et, paniquée, s'est mise à hurler en frappant à la porte pour attirer l'attention des gardiens afin qu'ils lui ouvrent. Ils ont rapidement ouvert, et elle leur a raconté ce qu'elle avait vu. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en frappant frénétiquement contre la porte, elle avait accidentellement desserré le sertissage de sa bague de fiançailles, elle était très riche, et que son diamant était tombé, en plein milieu des éclats de verre éparpillés dans la cour de la prison. Tout le monde a cherché pendant des heures, mais avec tout ce verre brisé, c'était quasiment mission impossible. Finalement, ils ont dû abandonner et nettoyer tout le secteur. Une semaine plus tard, par un incroyable hasard, quelqu'un a retrouvé le diamant coincé dans l'encadrement de la porte du sas, posé là, intact. Un jour, j'avais un paquet de chips posé sur mon lit quand, sans prévenir, le paquet a été projeté dans un coin de la chambre. Il s'est alors mis à bouger et à faire du bruit, mais il n'y avait absolument rien autour. Paniqué, j'ai pris la fuite. Quand je suis revenu un peu plus tard, le paquet avait totalement disparu. Je précise qu'il n'y avait aucun animal dans ma chambre, et que la fenêtre était bien fermée. Une autre fois, alors que j'étais assis seul sur le canapé, j'ai soudain entendu un énorme bruit de griffures suivi de cris provenant du mur derrière moi. Pris de peur, je me suis précipité dehors et j'ai attendu que ma mère rentre à la maison. Ce mur séparait le salon de la même pièce où l'épisode du paquet de chips s'était produit. Encore une autre fois, j'étais avec le compagnon de ma mère et nous avons vu ensemble la poignée d'une porte fermée se mettre à bouger toute seule, montant et descendant sans explication. Nous nous sommes regardés, terrifiés, puis nous sommes partis sans demander notre reste. Là encore, c'était dans cette même pièce. Nous vivions dans un appartement, donc il était impossible que quelqu'un ait pu grimper jusqu'à notre fenêtre, d'autant plus qu'elle était toujours verrouillée et qu'on ne pouvait pas l'ouvrir de l'extérieur. Tous ces événements ont eu lieu dans la même maison. Depuis que nous avons déménagé, plus rien de bizarre ne s'est jamais produit. J'ai percuté un orignal sur une autoroute, de nuit, et j'ai failli mourir. Mais ce qui me hante encore aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'accident en lui-même, c'est cette chaîne d'événements étranges qui se sont enchaînés, pas vraiment des coïncidences, mais une sorte de série tordue de circonstances que je n'arrive toujours pas à expliquer. Je venais juste d'acheter ma toute première voiture, une Monte Carlo SS verte de 1995, toute équipée. Je l'adorais. Je l'avais achetée comptant, à un ami d'un ami, un type un peu louche, mais ça, je ne l'ai compris que plus tard. J'avais la voiture depuis seulement 13 jours.
Ma mère m'avait expressément forcé à souscrire une assurance tout risque, ce qui s'est révélé être une décision incroyablement sage. À l'époque, je travaillais comme nounou pour une petite fille de 2 ans et demi. Ce soir-là, je devais aller chercher sa mère à 23 heures. Ma mère et son mari étaient partis camper à environ 45 minutes de la ville, et ma sœur adolescente m'a supplié de l'emmener les rejoindre. J'ai refusé plusieurs fois, mais elle a tellement insisté que j'ai fini par céder. Sur la route pour quitter la ville, on s'est retrouvé coincé à cause d'un accident, un motard venait d'être percuté par un semi-remorque. La scène était terrible. Je me sentais mal dans la voiture, j'avais un mauvais pressentiment. J'ai dit qu'on devrait faire demi-tour, qu'il se faisait tard, mais ma sœur a insisté pour continuer. J'étais énervé, il faisait complètement nuit maintenant. J'ai fini par trouver le camping après m'être perdu plusieurs fois dans l'obscurité. J'ai laissé ma sœur, dit à ma mère « Tu me dois une fière chandelle », écrasé ma cigarette, et j'ai repris la route avec la petite dans son siège auto. Je lui ai retiré un jouet de volant de ses mains en lui disant de faire un petit somme. De retour sur l'autoroute, à la sortie d'un grand virage, j'ai vu des pieds sur la route. Puis bam! Je me souviens par flash après l'impact. Mais je savais que c'était un orignal que j'avais percuté. Je me rappelle avoir entendu le bébé pleurer, la voix d'une femme qui m'appelait, puis cette sensation étrange de flotter dans un vide blanc, j'ai vraiment cru que j'étais morte. Puis les visages des ambulanciers se sont imposés à moi. Le bébé allait bien. Moi, beaucoup moins. L'orignal avait traversé mon pare-brise, déclenché l'airbag et cassé mon siège, m'envoyant allongé complètement à plat. Le corps de l'orignal a ensuite roulé au-dessus de la voiture et est tombé dans le fossé à droite. Moi, j'ai tourné la voiture vers la gauche. Selon les enquêteurs de la GRC, ma voiture est passée sous une clôture barbelée, a traversé 2 voies de circulation en sens inverse, puis a heurté de plein fouet un talus. Sous la force de l'impact, la voiture a été projetée en l'air, a arraché les cimes des arbres jusqu'à 30 mètres de hauteur, avant d'atterrir dans un arbre du jardin d'une propriété juste à côté de l'autoroute. La femme qui m'a trouvé et sauvé habitait là. Sa fille de 10 ans, qui était dehors pour faire sortir leurs 6 chiens, a vu ma voiture traverser le ciel et finir sa course dans leur arbre. Quand la voiture a glissé le long du tronc pour toucher le sol, elle a malheureusement écrasé un des chiens, celui qu'elles avaient adopté en mémoire du mari de la femme, tué 1 an plus tôt, sur cette même route. Par miracle, la femme et sa fille n'ont pas été blessées. Elle a tout de suite couru vers moi, a réussi à dégager le bébé très rapidement, elle n'avait qu'une éraflure sur la joue. La petite a été emmenée à l'hôpital pour enfants. Moi, j'étais coincé dans la carcasse de la voiture pendant près de 4 heures. Une branche d'arbre avait traversé le pare-brise et la vitre du conducteur, mais comme mon siège était cassé et que j'étais allongé, elle ne m'a pas touché. Les secours ont fini par me libérer et m'évacuer par hélicoptère jusqu'à l'hôpital le plus proche. Quand je me suis réveillé, j'étais couverte de débris, de sang, de merde d'orignal, oui, littéralement, et j'avais une branche plantée dans le bras. J'ai subi de nombreux examens. J'avais des douleurs atroces. Finalement, ils ont réussi à joindre ma mère, encore au camping. J'étais couverte d'énormes hématomes rouges, dus à la ceinture de sécurité et à l'airbag. Mon os de la clavicule était fracturé, j'avais de graves blessures au tissu mou, et une profonde entaille au cou causée par la ceinture. Mais j'étais en vie. Dans la chambre voisine à l'hôpital, se trouvait le motard que nous avions croisé plus tôt, celui percuté par le semi-remorque. Lui était dans un plâtre intégral. Je ne sais pas s'il a survécu. Depuis ce jour, j'ai une peur panique des autoroutes et des animaux traversant la route. Et ce n'est pas fini, après l'accident, l'ami louche qui m'avait vendu la voiture m'a abordé dans un bar et m'a lâché. Oh merde, c'était les freins, apparemment, ils étaient défectueux. Il me les avait vendus comme ça sans rien dire. Pourtant, il n'y avait aucune trace de freinage sur la route. Alors, est-ce que les freins ont lâché? Ou est-ce que je n'ai pas eu le temps d'appuyer? Je ne le saurai jamais. Ce que je sais, c'est que malgré tous ces événements complètement fous, le bébé et moi, nous avons survécu.
Je rentrais chez moi après le travail, il devait être environ minuit 30. J'avais un mauvais pressentiment, alors j'avais appelé mon père avant même de quitter mon poste. Sur le chemin du retour, à peine 5 minutes après être parti, j'ai entendu des bruits de pas se rapprocher de moi, suivis par un hurlement de chien. La route était complètement plongée dans l'obscurité, bordée d'arbres, avec seulement une maison au bout du chemin où une petite lumière était allumée. Pris de panique, je me suis arrêté un instant, puis j'ai allumé ma lampe torche et j'ai continué à marcher droit devant moi. C'est là que j'ai aperçu ce qui ressemblait à l'ombre d'un homme, d'environ 1,70 m, au cou brisé, aux bras tordus, traînant une jambe derrière lui. Je me trouvais de l'autre côté de la route. L'ombre s'est arrêtée et, instinctivement, moi aussi. À cet instant, 2 voitures sont passées, illuminant brièvement l'endroit. C'est alors que je l'ai vu clairement, une silhouette d'homme entièrement noire, comme une ombre vivante, qui me fixait intensément. J'ai recommencé à marcher, d'abord lentement, puis de plus en plus vite, jetant des coups d'œil derrière moi pour voir si la chose me poursuivait. Mais la 3e fois que je me suis retourné, la silhouette avait complètement disparu. Juste après, mon père est arrivé en voiture pour me récupérer. Quand j'ai raconté ce qui s'était passé à ma mère, mon père et ma grand-mère, personne n'a vraiment su quoi me dire. C'était la 3e fois que je vivais une expérience surnaturelle. En 2004, mon grand-père est décédé. C'était un homme bon, toujours prêt à aider ceux qui l'entouraient. Il travaillait comme principal dans un lycée qu'il adorait profondément. Avant de devenir principal, il avait été enseignant et militant, dirigeant un groupe qui défendait les droits des professeurs aux Philippines. Il s'était donné corps et âme pour aider les élèves pauvres de l'école publique où il travaillait, je le sais, car j'ai vu de mes propres yeux tous les prix et distinctions qu'il avait reçus. Même aujourd'hui, d'anciens élèves et enseignants devenus nos amis nous racontent encore des souvenirs émouvants de lui et de leur passage à l'école. Sa popularité avait malheureusement éveillé la jalousie de certains collègues. Ils avaient tout tenté pour le faire tomber, fausses accusations de harcèlement sexuel, détournement de fonds scolaires. Toutes ces charges furent abandonnées faute de preuves. Et non, nous n'avons jamais soudoyé qui que ce soit, nous n'en avions ni l'envie, ni les moyens. Il faut savoir que, nous, les Philippins, avons une relation très particulière avec le surnaturel. C'est enraciné dans notre culture, dans nos histoires pour enfants, dans notre quotidien. Pourtant, nous savons aussi garder une approche sceptique et rationnelle. C'est ainsi que le calvaire de mon grand-père a commencé. La nuit, il vomissait sans raison apparente, sa peau se plissait et se desséchait de façon anormale, comme une patate douce oubliée trop longtemps au four. Ni nous ni les médecins n'arrivions à comprendre ce qui lui arrivait. Sa peau semblait brûler, il avait constamment des démangeaisons, ses paupières étaient lourdes. Un véritable enfer qui dura plusieurs semaines. Une nuit, alors que je venais tout juste d'arriver de la ville, il m'a demandé d'une voix faible, « Pourquoi est-ce que tu m'as demandé de l'argent tout à l'heure » C'était pourquoi. Je n'avais pourtant rien demandé du tout. C'était inquiétant, je pensais d'abord qu'il perdait la tête. Mais en réalité, c'était bien plus effrayant que cela. Allongé devant la télévision, il parlait parfois à des êtres invisibles. Il nous racontait qu'il voyait 2 enfants près de son lit, l'un d'eux ressemblant même à moi. Moi, je ne voyais rien. Alors c'était difficile d'y croire, jusqu'à ce qu'une nuit, son propre mère, oui, mon arrière-grand-mère était toujours vivante à l'époque, commence à hurler, armée d'un balai, en criant « Sortez d'ici. Vous n'emporterez personne. Pas mon fils. Sortez !» en frappant frénétiquement contre les murs. C'était une femme rationnelle, et la voir ainsi nous a glacé le sang, mon petit frère et moi. Dans ma famille, beaucoup ont le don de voir, sentir ou entendre des esprits. Mon grand-père en faisait partie. Moi, je n'ai jamais eu cette capacité, et parfois je les enviais, mais avec le recul, c'est plus une malédiction qu'un don. À cette époque, nous avions un chien très attaché à mon grand-père. Traditionnellement, aux Philippines, les chiens ne sont pas autorisés à l'intérieur des maisons. Pourtant, un soir, alors que mon père sortait,
notre chien est entré de lui-même, a monté les escaliers sans qu'on lui apprenne, et s'est installé près du lit de mon grand-père. Un comportement totalement inhabituel. Pendant cette période, les événements étranges se multipliaient. Les yeux de mon grand-père prenaient l'apparence de ceux d'un chat, avec des fentes jaunes sous ses paupières. Ses oreilles devenaient pointues, comme celles d'un elfe. Aussi incroyable que cela puisse paraître, je n'invente rien. Il nous racontait aussi ses voyages hors du corps, il disait avoir vu le monde depuis un bus, relié à son ventre par un fil d'argent. Finalement, nous avons dû accepter l'idée, quelqu'un lui avait peut-être jeté un sort. Aux Philippines, il est connu que certaines personnes paient des sorciers pour nuire à autrui. Sa mort restait inexpliquée médicalement, selon ce que mes parents m'ont raconté. Face à l'échec de la médecine et au désespoir grandissant, nous avons décidé d'essayer de combattre le mal autrement. Ce choix fut encouragé par nos amis clairvoyants, qui, en entrant chez mon grand-père, ressentaient aussitôt un poids oppressant et une noirceur pesante. Après de nombreuses recherches, nous avons trouvé une sorcière du nom de Mayan, réputée pour sa puissance. Un jour, alors que ma mère et son amie étaient avec elle, Mayan a appelé directement la maison. Elle a demandé à ma grand-mère de faire uriner mon grand-père immédiatement. Il s'est exécuté. Quand il est sorti des toilettes, c'était comme si un miracle avait eu lieu. Plus de rides, plus de peau brûlée, des yeux clairs, un regard vif. Il était redevenu le grand-père que nous aimions tant, celui qui portait toute notre famille sur ses épaules. Il semblait même marcher avec une petite lueur d'espoir dans le regard. Ce jour-là, nous avons cru que nous avions gagné. Mais Mayan avait prévenu, il ne vivrait pas jusqu'à son anniversaire, en septembre. Et elle avait raison. Mon grand-père est mort ce même mois, peu avant de fêter ses 61 ans. Il y a de nombreuses années, mon premier mariage a pris fin. Après la séparation, je suis d'abord retourné vivre brièvement chez mes parents, puis j'ai emménagé dans une maison partagée avec quelques colocataires. Un soir de réveillon de Noël, mon ex-mari m'a appelé une énième fois pour me menacer de se suicider, une situation malheureusement devenue presque familière, car nos amis communs et moi avions déjà dû intervenir à plusieurs reprises pour empêcher ces tentatives. Cette fois-ci, épuisé et à bout de force, je lui ai simplement répondu d'aller se faire voir. Cette nuit-là, mes colocataires étaient tous partis passer les fêtes en famille. Je me suis réveillé, j'ai pris le temps de me préparer pour un dîner de Noël prévu avec une amie, puis je me suis installé dans ma chambre pour lire un peu. C'est alors que j'ai entendu un fracas épouvantable provenant de la cuisine, comme si le frigo avait été projeté contre un mur, suivi du bruit de bocaux qui éclatent et d'une véritable scène de chaos. Paniqué, je me suis précipité vers la cuisine, mais tout était parfaitement en ordre. Pas un objet déplacé, pas un verre brisé. Le cœur battant, j'ai couru jusqu'à la porte d'entrée et je suis resté là à attendre que mon ami vienne me chercher. Ce n'est que plus tard dans la soirée que j'ai appris que mon ex-mari s'était bel et bien donné la mort. C'était quelqu'un de très destructeur, quelqu'un qui faisait beaucoup de mal autour de lui. Qui sait ce qu'était vraiment ce que j'ai entendu ce soir-là? C'était à l'époque du collège. J'étais quelqu'un de très tête en l'air. Un matin, sur le chemin de l'école, j'ai dit à ma mère que j'avais oublié mon sac à dos. Comme nous étions déjà presque en retard, elle a décidé de déposer d'abord mon frère et ma sœur, puis de rentrer à la maison pour récupérer mon sac. Sur le chemin du retour, nous devions prendre un virage à gauche sous un pont. J'étais assis sur le siège passager. Au moment où nous avons tourné, je regardais le ciel, et c'est là que j'ai vu quelque chose d'étrange. Je me souviens très clairement avoir aperçu une sorte d'objet argenté, avec la forme typique d'une soucoupe volante, à peut-être 1 kilomètre de distance. C'était métallique, parfaitement immobile dans le ciel, et entouré de lumière extrêmement brillante. Quand je dis brillante, c'est vraiment au-delà de ce que j'avais vu jusque-là. Le soleil était juste devant moi et pourtant les lumières de cet objet étaient encore plus éclatantes. Les lumières suivaient tout le contour de cette forme étrange. J'étais complètement abasourdi. J'ai crié à ma mère, « Maman, regarde !»
C'est quoi ça? Il lui a fallu peut-être 5 secondes pour repérer ce que je lui montrais. Et dès qu'elle l'a vu, elle a dit « Oh mon Dieu, prénom, c'est quoi ce truc ?» À peine avait-elle fini sa phrase qu'un minuscule nuage, probablement le plus petit que j'ai jamais vu, est passé juste devant l'objet. 3 secondes plus tard, quand le nuage s'est dissipé, il n'y avait plus rien. L'objet n'avait pas volé hors du champ, il n'avait pas bougé sous nos yeux. Il avait simplement disparu. Je n'ai jamais su ce que c'était. Mais depuis ce jour-là, ma mère et moi en parlons régulièrement entre nous, et parfois à d'autres membres de la famille. Personne ne nous croit vraiment. Mais moi, je sais ce que j'ai vu. C'était quelque chose de vraiment, vraiment étrange. À chaque fois que je raconte cette histoire, je ressens une émotion si forte que je finis par pleurer, comme en ce moment en l'écrivant. Je suis hypersensible à tout ce qui touche au paranormal. Mais je suis à 100% convaincu que ce jour-là, j'ai vu une véritable soucoupe volante. Quand ma mère et moi en parlons, nous décrivons exactement la même scène, dans les moindres détails. C'était à la fois magnifique, bouleversant et inexplicable. Les événements qui me laissent le plus perplexe sont ceux qui semblent se produire précisément au moment où on les souhaite, surtout lorsque ces événements paraissent absolument impossibles. J'ai 2 exemples vraiment frappants pour illustrer ce que je veux dire. Le premier concerne la période du confinement. En février, j'avais méthodiquement repéré tout ce qu'il me fallait pour mettre fin à mes jours. J'étais submergé par une pression immense, de tous les côtés, et je ne voyais absolument aucune issue. Il n'y avait littéralement rien qui pouvait me sauver, à part que le monde entier s'arrête, juste un instant, juste assez longtemps pour que je puisse respirer et remplir mes poumons d'air, et retrouver un peu de force pour continuer. Jamais de ma vie je n'avais été aussi bas. Durant toute l'année 2020, je n'ai pratiquement jamais quitté ma chambre universitaire. C'était pourtant complètement à l'opposé de la personne que j'étais avant, je n'avais jamais manqué une seule conférence en 2 ans d'études. Je passais mes journées à rêver, à fantasmer, si seulement tout pouvait s'arrêter, juste un moment. Je m'imaginais ce que je pourrais devenir si j'avais seulement une toute petite pause, un moment pour respirer. Et puis, c'est arrivé. Le monde s'est arrêté. Je ne suis pas religieux, et cette expérience n'a pas changé cela. Mais je dois admettre que ce qui s'est passé m'a profondément secoué. Ce monde est vraiment fou. Quand j'étais petit, j'avais une montagne de jouets. Je passais des heures à inventer toutes sortes d'histoires imaginaires dans lesquelles ils prenaient vie. Pourtant, quelque chose m'intriguait, mes jouets n'étaient jamais exactement à l'endroit où je les avais laissés. Même après un court instant, comme après un simple dîner, j'avais l'impression qu'ils avaient bougé. Impossible d'en être certain, bien sûr, alors je finissais par me dire que c'était juste un trou de mémoire. Un jour, c'est tout un tas de mes jouets qui disparut d'un coup. J'étais anéanti. J'ai cherché dans toute la maison, retourné chaque recoin, mais impossible de retrouver le moindre d'entre eux. Ma mère a essayé de me consoler en me promettant de m'acheter de nouveaux jouets pour remplacer ceux perdus. Mais pour un enfant, aucun jouet neuf ne peut remplacer ceux auxquels on est profondément attaché. Quelques jours plus tard, en rentrant de l'école, une scène incroyable m'attendait, tous mes jouets étaient là, soigneusement disposés sur mon lit comme pour une grande photo de famille. Et il y en avait même plus qu'avant. Je savais que c'était bien les miens, j'avais écrit mon prénom dessus. J'ai tout de suite pensé que ma mère avait réussi à les retrouver, mais elle jurait ne rien savoir de cette histoire. Comme il n'y avait aucune explication logique, j'aime croire que mes jouets étaient partis en mission pour me ramener de nouveaux amis, afin que je ne m'ennuie plus jamais. Il y a environ 3 ans, un groupe d'amis et moi étions sortis tard le soir, à faire des trucs typiques d'adolescents fraîchement diplômés, un peu par ennui. C'était proche d'octobre, l'ambiance spooky était dans l'air. On s'est dit que ce serait une bonne idée d'aller dans un cimetière et de se raconter des histoires de fantômes. On s'est donc faufilé dans un très beau cimetière, dans une grande ville pas très loin de chez nous.
Après un moment passé à flipper pour pas grand-chose, on s'est simplement assis pour discuter tranquillement. Puis, on a entendu au loin le son d'un klaxon de train. En regardant vers la ligne d'arbres, on a aperçu les lumières d'un grand train. Ça nous a tout de suite excités parce qu'on avait souvent parlé entre nous de ce que ce serait de sauter à bord d'un train en marche, une idée stupide mais qui nous fascinait. Mais c'est là que ça devient étrange. Sans qu'aucun de nous ne dise un mot, on s'est tous levés en même temps et on a commencé à courir à toute vitesse vers le train. Comme si on n'avait même pas réfléchi. En s'approchant, on s'est rendu compte que ce train était immense, et surtout, sa forme n'avait aucun sens. Le premier wagon ressemblait à la façade d'une cathédrale, avec d'énormes arches de style gothique. Le bruit du train était assourdissant, mais on continuait à courir. Juste au moment où on a atteint la lisière des arbres, le train a soudainement fait retentir son klaxon. Un bruit strident, qui semblait nous transpercer jusqu'à l'âme. Au même instant, j'ai perdu connaissance. Littéralement tombé au sol, comme une marionnette dont on coupe les fils. Je n'avais jamais fait de malaise de ma vie. Ça n'a duré qu'une fraction de seconde. Quand j'ai repris mes esprits, j'étais en train de hurler et de me relever dans la panique. Mes amis faisaient pareil. On a foncé vers la voiture de mon pote, submergé par une terreur qu'on ne comprenait même pas. Sur le chemin du retour, on a essayé de comprendre ce qui venait de nous arriver. Apparemment, nous trois avions perdu connaissance au même moment. Un de mes amis, qui courait 6 mètres derrière moi, a raconté que c'était comme une vague. J'étais tombé en premier, puis notre autre ami derrière moi a trébuché, puis lui-même a senti ses jambes lâcher. Juste avant de toucher le sol, il avait retrouvé ses esprits. On était pétrifiés, sans comprendre pourquoi. Et ce qui nous dérangeait le plus, c'était de ne pas savoir pourquoi on avait eu cette envie irrépressible de monter dans ce fichu train. Bon, dit comme ça, on pourrait se dire, pas si dingue, 3 ados effrayés par un bruit trop fort. Sauf que, le lendemain, on est retourné sur place. On voulait voir à quoi ressemblaient les rails capables de supporter un monstre pareil. Et là, choc total. On a découvert qu'il n'y avait aucune voie ferrée. Il y avait bien une large ouverture dans les arbres, mais aucun rail, aucun signe de voie ferrée, rien. L'année dernière, en racontant cette histoire à mon patron, il m'a interrompu direct. Il savait exactement de quel cimetière je parlais, et il m'a raconté que lui aussi, dans les années 90, avait vécu une expérience presque identique là-bas, énorme train, course hypnotique, cornes assourdissantes, terreur pure. Aujourd'hui encore, je n'ai aucune explication sur ce qu'on a vu. Pourquoi on avait l'impression qu'il fallait absolument monter à bord? Comment un train imaginaire a pu nous faire perdre connaissance tous les 3 au même instant? Juste, un de ces trucs complètement bizarres de la vie. Quand j'étais plus jeune, je vivais dans ce qui était, en gros, un grenier aménagé. Il y avait un escalier normal pour y accéder, avec une rambarde, et tout en bas, dans le petit couloir, se trouvait la porte de la salle de bain, celle du garde-manger, et même la porte du frigo qui s'ouvrait dans cet espace étroit. Je racontais souvent à mes parents que je voyais un garçon au sommet de l'escalier, depuis mon lit. Il ne faisait jamais rien de spécial, il se contentait de rester là, debout, avant de disparaître doucement dans l'ombre. Une nuit, mon père s'est levé au milieu de la nuit, sans vraiment faire attention. En levant les yeux vers les escaliers, il a vu un enfant. Pensant que c'était moi, il lui a dit de retourner se coucher. Le garçon a tourné la tête, puis s'est éloigné, disparaissant hors de son champ de vision. Ce n'est qu'une fois de retour dans son lit que mon père s'est rappelé que j'étais en fait chez un ami cette nuit-là. Quelques années plus tard, mes parents ont croisé, par hasard, les anciens propriétaires de la maison. Mon père, un peu curieux, leur a demandé à la volée, « Vous avez déjà vu quelque chose d'étrange ici ?» Et, sans même hésiter, l'ancien propriétaire a répondu du tac au tac, « Vous voulez dire, le fantôme d'en haut ?» J'avais 11 ou 12 ans à l'époque. Il était environ 17 h, un dimanche, et je rentrais chez moi après avoir passé l'après-midi chez mes grands-parents. Pour rentrer, je devais traverser un parc.
Dès l'entrée, un homme était là, planté sur place, à me fixer. En passant à côté de lui, il m'a dit bonjour. J'ai répondu poliment, sans m'arrêter, et j'ai continué mon chemin. J'ai avancé jusqu'à un passage piéton, ça va revenir souvent dans l'histoire, et pendant ce temps-là, l'homme est entré dans le parc, derrière moi. Il marchait sur la grande allée principale, donc même si je ne le voyais pas directement, lui pouvait parfaitement me voir. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'inquiéter sérieusement. Une fois sorti du parc, j'ai dû passer par un petit tunnel. Je me suis arrêté juste avant, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai crié fort « Je sais que tu me suis, va-t'en ». Puis j'ai accéléré, mi-marche rapide, mi-course. Je suis arrivé sur une très longue rue, mais le trottoir sur lequel je marchais allait bientôt se terminer. Je me suis donc décidé à traverser de l'autre côté. En jetant un coup d'œil derrière moi, j'ai vu que l'homme avait fait exactement la même chose. À ce moment-là, j'ai couru à pleine vitesse pendant au moins 250 mètres avant d'oser regarder derrière moi à nouveau. Il était encore là, un peu plus loin mais toujours visible. J'ai dû traverser une autre rue, cela m'a pris à peine 4 secondes, et là encore, l'homme avait traversé de son côté pour continuer à me suivre. C'est là que j'ai vraiment paniqué. Je marchais aussi vite que je pouvais quand un père avec ses 2 enfants, à vélo, est passé à côté de moi. J'ai immédiatement marché sur la route pour l'arrêter et lui raconter ce qui se passait. Dès que l'homme a vu que j'avais demandé de l'aide, il a fait demi-tour et a disparu. Le père a gentiment insisté pour m'accompagner jusqu'à chez moi. Une fois arrivé, j'ai fondu en larmes. Avec ma famille, nous avons tout de suite appelé la police. Ils m'ont expliqué que si jamais une situation similaire se reproduisait, je devais directement appeler le 112, le numéro d'urgence. Après cet incident, mes petits cousins n'ont plus eu le droit de traverser ce parc seuls pendant très longtemps. Il y a un événement qui ne cesse de se répéter à certaines périodes de ma vie, jusqu'à aujourd'hui encore. Tout a commencé quand j'avais 10 ans. Je jouais dans les bois derrière chez moi, à portée de vue de ma mère, sans jamais m'éloigner trop loin, elle était très stricte sur le périmètre à ne pas dépasser. Bien sûr, cette interdiction avait attisé en moi une immense curiosité, qu'est-ce qu'il y a au-delà? Ce jour-là, alors que ma mère fut distraite par quelqu'un qui frappa à la porte, je vis une opportunité. J'ai lancé mon ballon loin dans la forêt et j'ai couru derrière pour explorer plus profondément. Je cherchais mon ballon, courant un peu dans tous les sens sans direction précise, quand je suis arrivé dans une clairière entourée d'arbres immenses. En me retournant, plus aucune trace de la maison. J'ai crié « Hello, y a quelqu'un ?» mais seule une faible résonance me répondit. Un peu paniqué, réalisant que j'étais perdu et incapable de retrouver mon chemin, j'ai appelé ma mère de toutes mes forces, « Maman ». Mais aucun son ne me revint. Les minutes passaient, le ciel s'assombrissait, le tonnerre grondait au loin. Je me suis recroquevillé sous un arbre, regrettant amèrement mon escapade. N'ayant pas d'autre choix, je me suis remis debout et ai décidé de marcher au hasard, espérant retrouver la maison. Après quelques pas hors de la clairière, un craquement derrière moi fit vibrer tout mon corps de peur. Un souffle glacé me frôla la nuque. Pris de panique, je pressai le pas sans jamais oser me retourner. Mais soudain, je ne pouvais plus avancer. Mes jambes refusaient de bouger, comme si une force invisible me clouait sur place. En tremblant, j'ai tourné lentement la tête. À une vingtaine de mètres, un être noir, immobile, se cachait à moitié derrière un arbre, ses yeux étincelant d'une lueur argentée. La peur m'a paralysé. Incapable de crier, je me suis effondré en arrière, et étrangement, à cet instant, j'ai retrouvé ma mobilité. Je me suis relevé et j'ai couru de toutes mes forces, tête baissée, sans jamais regarder en arrière. J'ai trébuché sur une branche au sol et en levant la tête, j'étais de retour près de la maison, là où je jouais quelques heures plus tôt. Ma mère, revenue à l'extérieur, avait l'air parfaitement calme, comme si je n'avais jamais disparu. Elle m'a demandé avec un sourire étonné, « C'est quoi tout cet amour d'un coup ?» Je suis parti à peine une minute. Je ne comprenais plus rien, mais j'étais tellement soulagé que j'ai juste serré ma mère dans mes bras, heureux d'être en sécurité.
Pendant des semaines, je n'ai cessé de repenser à cette silhouette, incapable de mettre des mots sur ce que j'avais vécu. 5 ans plus tard, nous avions déménagé. Un jour, je rentrais à vélo d'une visite chez des amis. Comme j'étais encore nouveau dans la région, je ne connaissais pas très bien les environs. En traversant un petit bois, je me suis arrêté pour profiter du vent frais. J'ai fermé les yeux quelques secondes, inspirant profondément, et quand je les ai rouverts, je n'étais plus au même endroit. Je me retrouvais dans une clairière, la même que celle de mon enfance. Les arbres, le ciel grondant au-dessus de moi, tout était identique. Un frisson glacé m'a parcouru l'échine. Cette fois, je n'ai pas attendu. J'ai lâché mon vélo et j'ai couru aussi vite que possible. Malgré moi, j'ai tourné la tête et il était là. Le même être noir, au même endroit, les mêmes yeux d'argent. Pris de panique, j'ai ramassé une pierre et l'ai lancée vers lui avant de repartir en courant. Après quelques minutes à fuir, j'ai retrouvé mon vélo, comme si rien ne s'était passé. J'ai roulé jusqu'à chez moi, le cœur battant, incapable de comprendre ce qu'il venait de se passer. Puis, récemment, pour mes 20 ans, j'ai organisé une fête avec mes amis dans un complexe tropical près de l'université. Tout le monde semblait s'amuser, sauf moi. Pris d'un besoin soudain d'air frais, je me suis éloigné vers la zone de camping. Et là, une fois encore, je me suis retrouvé dans la clairière. Cette fois-ci, j'ai décidé de rester. J'ai pris une grande inspiration et me suis assis par terre. J'ai attendu, longtemps. Puis, enfin, j'ai vu 2 yeux métalliques briller derrière un arbre lointain. J'ai crié, « Qui est là ?» Pas de réponse. Malgré la peur, j'ai choisi d'aller à sa rencontre. Plus je m'approchais, plus l'entité reculait derrière l'arbre. Lorsqu'enfin je suis arrivé devant le tronc, j'ai sauté de l'autre côté. Rien. Rien du tout. Seulement le camping vide devant moi, et la lumière du complexe hôtelier toute proche. Cette histoire m'est arrivée 3 fois, et malgré tout, je n'arrive pas à croire ce que j'ai vu. Je ne parlerai pas de phénomènes surnaturels ou mystiques, je n'ai aucune idée de ce que c'était. J'ai fait énormément de recherches, et j'ai même consulté discrètement un centre de santé mentale pour m'assurer que je n'avais aucun trouble grave. Je voyageais avec mes amis en Corée et nous avions loué un Airbnb. Rien d'anormal au début, sauf qu'une de mes amies, qui est très sensible sur le plan spirituel, était souvent la première à ressentir un changement d'ambiance dans une pièce. Un jour, alors qu'elle utilisait les toilettes et que nous étions tous dans la chambre, elle a entendu quelqu'un frapper à la porte, avant de voir la porte s'ouvrir toute seule. Il y a aussi eu plusieurs fois où elle était la seule encore éveillée la nuit et avait l'impression que quelqu'un se tenait au pied de notre lit. Elle restait toujours très prudente et venait nous demander si, nous aussi, nous avions ressenti quelque chose. Mais nous, on ne sentait absolument rien, du moins, jusqu'à mon retour. Dès que nous avons atterri dans mon pays, j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. J'avais constamment l'impression d'être suivi, et lorsque je marchais, je voyais sans arrêt une ombre noire passer rapidement près de moi. L'atmosphère était soudain devenue lourde, sombre, sans aucune explication. Une nuit, alors que j'étais dans la cuisine, ma mère est entrée, et j'ai clairement vu notre chat la suivre derrière. Intrigué, je lui ai demandé pourquoi le chat la suivait ainsi, avant de réaliser que notre chat était resté enfermé dans la chambre de ma sœur depuis tout ce temps. J'ai passé plusieurs jours à me sentir vraiment mal, oppressé, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai un accident de voiture, complètement imprévu. Le conducteur responsable de l'accident a affirmé qu'il n'avait absolument pas vu ma voiture, comme si elle était apparue soudainement devant lui. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'en consultant les images de la dashcam, on s'est rendu compte que les enregistrements de ce jour-là avaient été effacés, alors que toutes les autres vidéos étaient restées intactes. Pourtant, à partir de ce moment-là, j'ai ressenti un immense soulagement. Je ne sentais plus aucune présence autour de moi, et je ne voyais plus rien d'anormal. En y repensant, tout a commencé à mon retour de voyage et a cessé après l'accident. Ce fut une expérience vraiment troublante, que je ne souhaiterais à personne. J'en ai parlé à quelques amis proches, et ils ont tout de suite été alarmés,
un membre de leur famille avait vécu quelque chose de très similaire. Et évidemment, vivant en Asie, ce genre d'histoire prend une tournure encore plus inquiétante, car elles sont souvent mêlées aux croyances spirituelles et religieuses locales. Dans les années 90 et au début des années 2000, j'avais une chienne labrador noire qui s'appelait Dallas. En 2003, après une rupture avec ma copine de l'époque, je suis parti vivre en Amérique du Sud. Dallas était resté avec mon ex. Avance rapide jusqu'en 2010, j'étais de retour aux États-Unis pour un contrat à Jacksonville, logeant dans un hôtel 5 jours par semaine. Le lundi de cette semaine-là, j'ai fait un rêve très particulier. J'étais dans une pièce toute blanche. Je me suis mis à genoux et j'ai appelé Dallas. Elle a accouru à toute vitesse, a filé droit devant moi. Je l'ai rappelée, elle s'est arrêtée, s'est tournée et s'est assise en face de moi. Je l'ai embrassée sur les joues. Dans ce rêve, son pelage était devenu blanc au bout des poils, et ses yeux étaient cousus comme s'ils étaient fermés pour toujours. Mais je savais que c'était elle. Et je l'ai serrée très fort contre moi, en couvrant son visage de baisers. Ce rêve s'est répété chaque nuit de cette même semaine. Alors j'ai décidé de chercher à contacter mon ex pour lui raconter ce que j'avais vécu. Après quelques recherches, j'ai découvert qu'elle travaillait toujours au même endroit. Je lui ai envoyé un mail, malgré nos 7 années de silence. Elle m'a répondu. Elle m'a expliqué que Dallas avait mené une longue bataille contre le cancer et qu'elle avait dû se résoudre à l'euthanasier, précisément ce lundi-là, le jour où j'ai fait le premier rêve. Elle a ajouté qu'elle avait toujours pensé que Dallas se demandait ce qu'il m'était arrivé et qu'elle était venue me faire ses adieux. Quand j'ai lu son message, j'ai éclaté en sanglots et j'ai pleuré sans pouvoir m'arrêter pendant 30 minutes d'affilée. Quand ma sœur est née, ma mère était extrêmement protectrice, c'était l'hiver, et elle avait très peur que la petite tombe malade. Du coup, elle ne laissait quasiment personne porter le bébé. Lorsque ma tante est venue leur rendre visite, elle n'a pas eu le droit de la prendre dans ses bras. Quelques jours plus tard, ma tante a eu un accident, sa voiture a glissé sur la glace et elle est allée percuter un poteau téléphonique. Elle a subi une mort cérébrale et a été débranchée quelques jours après. Mon père rentrait du travail tous les soirs à la même heure. Ce soir-là, ma mère était en train de préparer le dîner, tenant ma sœur endormie d'un bras et remuant une casserole de l'autre. Elle avait le dos tourné à la porte de la cuisine, vu comment la pièce était agencée. Elle a entendu mon père entrer et a senti une tape légère sur son épaule. Quand elle s'est retournée pour lui dire bonjour, la cuisine était vide, mais un parfum floral flottait dans l'air, un parfum qu'elle n'arrivait pas à identifier. Quelques semaines plus tard, ma grand-mère, qui vendait des produits Avon à côté, est passée chez mes parents pour leur montrer les nouveautés et distribuer quelques échantillons. En testant les parfums, ma mère a immédiatement reconnu l'odeur d'un des échantillons, c'était exactement le même parfum qu'elle avait senti dans la cuisine ce fameux soir. Intriguée, elle a raconté toute l'histoire à ma grand-mère, la tape sur l'épaule, la pièce vide et l'étrange parfum. Ma grand-mère a alors éclaté en sanglots incontrôlables. Entre deux sanglots, elle a réussi à lui dire que c'était le parfum préféré de ma tante décédée. Toutes les deux en ont été convaincues, ma tante était revenue une dernière fois pour voir le bébé et lui dire adieu. Une nuit, en 2018, je promenais mon chien, un Yorkshire Terrier, du genre à foncer et aboyer sur tout ce qui bouge, qu'il s'agisse d'autres chiens ou de n'importe quelle créature. C'était en février, je crois. Il devait être autour de 21h, donc il faisait déjà nuit noire. Et pour situer un peu, ça se passait en Floride, donc il faisait encore assez chaud. Bref, on marchait tranquillement sur le chemin qui traverse notre quartier quand soudain mon chien s'arrête net, les oreilles dressées. Ce n'était pas si inhabituel, en général, ça veut dire qu'il a repéré un écureuil ou un canard. Du coup, je continue de marcher en tirant légèrement sur sa laisse pour l'inciter à avancer. D'habitude, après quelques petits coups, il suit sans problème. Mais pas cette fois. Il était complètement rigide, impossible de le faire bouger.
Et ce qui m'a surpris, c'est qu'il ne bougeait pas et qu'il n'aboyait pas non plus. Je suis donc revenu vers lui pour voir ce qu'il avait mis dans cet état. Il fixait un espace d'herbe entre deux rangées de maisons, un endroit assez large pour accueillir quelques arbres, presque comme si plusieurs jardins arrière avaient été réunis en un seul terrain ouvert. D'abord, je n'ai rien vu d'anormal, il n'y avait aucun animal, rien de vivant. Puis, quelques secondes plus tard, en regardant tout au bout de cet espace, près d'un étang assez grand, j'ai aperçu une silhouette humanoïde. Elle semblait porter des vêtements très clairs, probablement blancs. De loin, je n'arrivais pas à distinguer exactement ce qu'elle portait, mais ça ressemblait à une robe de nuit, comme celle que les femmes mettent pour dormir. J'ai donc supposé que c'était une femme. À l'instant même où je l'ai vue, j'ai ressenti un frisson glacé qui m'a parcouru tout le dos, du bas jusqu'à la nuque. J'ai tout de suite eu un pressentiment affreux, comme si quelque chose clochait vraiment et qu'il fallait que je rentre immédiatement chez moi. Mon chien, lui, n'a pas émis un seul aboiement. J'ai commencé à marcher, sans perdre complètement de vue cette silhouette, même si, avec la distance et mon mouvement, elle a rapidement disparu de mon champ de vision. Quand j'ai tourné au coin qui menait tout droit à ma maison, mon sentiment de danger s'est intensifié. Vous savez cette intuition brutale qu'on a quand on sent que quelque chose de grave va se produire? C'était exactement ça, sauf qu'il ne se passait rien de concret. Et là, mon chien s'est mis à courir comme un fou, tirant presque la laisse. J'ai dû me mettre à sprinter aussi pour suivre sa cadence, il est étonnamment rapide pour sa taille. Dès que je suis arrivé devant la porte, j'ai sorti mes clés en vitesse, ouvert, et mon chien a littéralement bondi par-dessus la marche pour entrer. J'ai claqué la porte et verrouillé derrière nous. Après ça, la nuit s'est déroulée tranquillement. Mon chien non plus n'a pas aboyé une seule fois avant le lendemain matin. C'était comme si, tous les deux, nous avions vécu la même chose, sauf que lui l'avait senti bien avant moi. Honnêtement, je ne sais toujours pas ce que c'était, ni pourquoi cette simple apparition m'a donné un tel frisson accompagné de cette angoisse viscérale. Le plus étrange, c'est que ce soir-là, mes parents et ma sœur n'étaient pas à la maison. J'étais seul. Quand j'étais ado, j'avais un serpent domestique. À l'époque, c'était encore un bébé, donc il vivait dans un petit terrarium posé sur une étagère, en face de mon lit. Mon lit était placé au centre de la pièce, de façon à pouvoir circuler de chaque côté, je précise tout ça car c'est important pour la suite. Le bébé serpent en question était un serpent des blés. Ce qu'il faut savoir, c'est que les serpents des blés, quand ils ont peur, secouent très rapidement leur queue, un peu comme les crotales. Sauf que chez eux, il n'y a pas de son à moins que leur queue tape contre quelque chose. Bref. Ce soir-là, j'étais allongé sur mon lit, sur le ventre, complètement absorbé par mon super téléphone à clapet. Tout était silencieux, jusqu'à ce que j'entende soudain touac, 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 le bruit de la queue de mon serpent frappant contre les parois en verre du terrarium. Il n'avait jamais fait ça sans raison auparavant. D'habitude, il ne réagissait comme ça que quand je le manipulais. Au début, je ne comprenais même pas ce que j'entendais. Mais j'ai tourné la tête vers le terrarium. Et à ce moment précis, je jure avoir vu, dans le reflet du verre, le torse d'un homme passer derrière moi, de l'autre côté du lit. Je vois encore très clairement l'image aujourd'hui, juste de la poitrine jusqu'à la taille, à cause de l'angle, un homme vêtu d'une veste de costume bleu marine foncé, avec des boutons de manchette dorés, comme un uniforme, peut-être? Je vis toujours dans cette maison, depuis plus de 20 ans, et il ne s'est jamais rien passé d'autre. Mais en pensant au fait que les animaux sont souvent sensibles aux phénomènes paranormaux, je n'ai trouvé qu'une seule explication possible. Ce fantôme a effrayé mon serpent pour attirer mon regard vers le reflet, et me faire le voir. En 2007, mon mari et moi traversions le pays en voiture, le Canada, car nous déménagions d'un bout à l'autre. C'était au printemps, donc pas de neige, et la journée était claire, parfaite pour conduire. Nous étions à peu près à mi-parcours de notre trajet, roulant sur une longue route déserte dans le nord de l'Ontario. On descendait dans une vallée, et de l'autre côté, on pouvait voir un vieux minibus beige rouler devant nous.
Il n'y avait absolument rien d'autre autour, aucun autre véhicule, aucun signe de vie. Comme le minibus roulait environ 10 km/h plus lentement que nous, je savais que j'allais devoir le dépasser. J'ai donc mis mon clignotant et accéléré pour passer. Mon mari, en regardant par la fenêtre, a remarqué plusieurs personnes assises à l'intérieur du bus, des personnes autochtones, toutes assises droites, fixant droit devant elles, sans même tourner la tête alors que nous les dépassions. De mon côté, j'étais concentré sur la manœuvre, pour dépasser prudemment. Après avoir doublé le bus, j'ai remis mon clignotant pour me rabattre, et, comme toujours, j'ai jeté un œil dans mon rétroviseur pour vérifier que j'avais bien dépassé. Et là, rien. Le bus avait disparu. Complètement volatilisé. J'ai tout de suite dit à voix haute, « Ils ont disparu ». Mon mari, n'en croyant pas ses yeux, s'est carrément retourné pour regarder derrière. Mais il n'y avait absolument plus rien sur la route. C'était impossible qu'ils aient tourné ailleurs, nous roulions trop vite, la route était totalement dégagée, et il n'y avait aucune intersection ou chemin secondaire en vue. Tout cela s'était passé en quelques secondes, juste le temps de dépasser. Plus tard, nous avons cherché dans les journaux locaux s'il y avait eu un accident ou la disparition d'un véhicule dans cette vallée, mais nous n'avons jamais trouvé la moindre explication. Heureusement que nous étions deux à avoir vu la même chose, sinon, personne ne m'aurait jamais cru. Mon ami et moi avons trouvé un vidéoprojecteur en parfait état dans une benne à ordures pendant notre travail dans les parcs nationaux d'Alaska. On l'a récupéré et installé dans une grande tente commune, avec des enceintes et tout le matériel nécessaire, alimenté par un générateur, car nous étions en pleine forêt dans un camping fermé pour la saison. On a même tendu une bâche blanche toute neuve pour projeter l'image, et réarranger les canapés autour du poêle à bois. Franchement, ça avait fière allure. On a choisi Shining parmi une série de films que mon pote avait sur une clé USB, et on l'a lancé juste pour tester que tout fonctionnait bien. On est allé jusqu'à la scène où Danny rencontre pour la première fois les jumelles, puis on a arrêté le film, super content à l'idée de passer une soirée vraiment flippante à regarder ce classique dans les bois, isolé du monde, avec seulement notre petite équipe. La nuit est tombée, tout le monde s'est installé, et on a lancé le film pour de bon. Au moment d'arriver à la scène où on s'était arrêté plus tôt, j'ai eu une boule au ventre, un vrai malaise, et je me suis levé d'un coup pour sortir de la tente. Mon ami, celui qui avait installé le matos avec moi, m'a suivi dehors. On s'est regardé, et il m'a demandé pourquoi j'étais sorti aussi brusquement. Je lui ai retourné la question, et là il me dit, ce n'était pas la même scène qu'on a vue tout à l'heure. On était tous les deux absolument sûrs de ce qu'on avait vu, la première fois, quand on avait fait les tests, les jumelles demandaient à Danny de venir jouer avec elles pendant que la caméra zoomait brutalement sur leur visage. Mais cette nuit-là, pendant la vraie projection, ce n'était pas du tout ce qui s'était passé lors de leur première apparition. On était complètement déboussolés, mal à l'aise, mais on a fini par retourner dans la tente et regarder le film jusqu'au bout. Le lendemain, par curiosité, et un peu par inquiétude, on a rematé la fameuse scène, et elle était bel et bien comme elle est censée être. Pour ma part, les choses étranges semblent toujours se produire autour des ascenseurs. C'est souvent là que je vois des membres de ma famille qui sont décédés. Jusqu'à présent, j'ai vu mon grand-père, ma belle-grand-mère, ainsi que quelques-unes de mes tantes, toutes disparues, et toujours sous une apparence beaucoup plus jeune que celle qu'elles avaient au moment de leur mort. Une fois, mon cousin et moi avons même aperçu l'une de nos tantes, récemment décédée, en train de conduire dans la direction opposée à la nôtre. Nous nous sommes arrêtés aussitôt sur le bas-côté, nous nous sommes regardés et, sans même avoir besoin de parler, nous nous sommes demandé si nous venions vraiment de voir ce que nous pensions avoir vu. Il y a aussi eu cet incident près des voies de chemin de fer, lorsque je traînais avec mes cousins. Nous avions prévu de passer la nuit à jouer aux jeux vidéo, regarder des films, bref, à ne pas dormir. Avant de commencer, nous sommes sortis acheter une pizza. Sur le chemin du retour, mon petit cousin a voulu faire un détour par chez lui pour enlever ses lentilles de contact. En route vers sa maison, nous nous sommes arrêtés un moment près des rails pour regarder passer un train.
Alors que nous patientions, nous avons vu, tout à coup, une paire de pieds apparaître sous le train. Des pieds nus, d'une étrange teinte bleutée, qui se sont mis à marcher lentement sur le côté des rails. En les suivant des yeux, nous avons réalisé avec horreur qu'il n'y avait aucun corps attaché à ses pieds. Quelques jours plus tôt, un des deux frères du coin s'était suicidé en se jetant sous un train, exactement à cet endroit. Ma mère m'a raconté qu'alors que j'avais environ 2 ans, je me comportais de manière très étrange et que j'étais malade. Apparemment, je parlais à quelqu'un d'invisible, tard dans la nuit, ce qui était d'autant plus étrange que je ne savais même pas vraiment parler à cette époque. Pendant plusieurs semaines, mon comportement est devenu de plus en plus inquiétant, je parlais en dormant, je riais tout seul au beau milieu de la nuit, je faisais preuve d'une force anormale pour un enfant de mon âge. Face à tout cela, mes parents ont décidé de consulter un sorcier. Dès notre arrivée chez lui, tous ces animaux, il avait des chiens, des chats, des oiseaux, se sont mis à hurler et à s'agiter violemment dès qu'ils m'ont aperçu. Le sorcier a alors dit à mes parents que, si rien n'était fait rapidement, je finirais soit dans un asile, soit mort dans les semaines à venir. Mes parents ont mis 2 jours avant de se décider à suivre le traitement qu'il leur proposait. Je n'ai pas beaucoup de détails sur ce qu'il a fait exactement, mais ma mère m'a dit qu'à la fin de la séance, le sorcier aurait vomi du sang. Après cela, tous les symptômes inquiétants avaient disparu. Il y a environ 6 ans, j'ai emménagé dans un nouveau quartier. Un matin de mai, bien ensoleillé, 1 ou 2 semaines après mon arrivée, j'ai dû faire une course. Ne connaissant pas encore bien le coin, j'ai regardé les directions sur Google Maps avant de partir. Le magasin était à environ 20 minutes de marche. Je devais traverser un parc que je connaissais, marcher le long pendant un moment, tourner à gauche dans une petite rue, rejoindre une grande avenue, tourner à droite, puis marcher jusqu'au magasin. Je pars donc vers 10h30, en direction du parc. Je longe le parc tranquillement. Puis, sans comprendre comment, je me rends compte que je suis maintenant dans une petite rue. Le parc a complètement disparu de mon champ de vision, tout comme la grande avenue. Je me dis que j'ai dû me perdre dans mes pensées et emprunter par erreur l'une des petites rues qui relient le parc à la grande avenue. Alors je continue à marcher dans la même direction, pensant que dans 2 ou 3 minutes, je retrouverai mon chemin. Sauf qu'après ce qui me semble être 10 minutes, je ne suis toujours pas sur la grande avenue. Intrigué, je consulte mon téléphone, il est maintenant 11h30. Non seulement je suis loin du magasin, mais en plus, je me rends compte que je tourne quasiment en rond. C'est là que je réalise qu'entre 10h40, quand j'étais encore conscient de marcher le long du parc, et 11h20, quand je me suis aperçu que j'étais perdu, il y a une énorme zone floue. 40 minutes dont je n'ai absolument aucun souvenir. Et pourtant, je suis quelqu'un de très attentif, toujours à l'affût de ce qui se passe autour de moi, je ne suis pas du genre à décrocher plus de quelques secondes. Aujourd'hui encore, ces 40 minutes disparues, passées à errer dans un quartier inconnu sans en garder la moindre mémoire, me donnent froid dans le dos. Qu'est-ce qui a bien pu m'arriver pendant tout ce temps ? Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.